Tout d'abord, je voudrais remercier Jean Anouilh d'avoir accepté exceptionnellement de sortir de sa réserve traditionnelle et bien connue et de nous autoriser ce soir à diffuser l'Alouette et d'accepter ces quelques minutes d'entretien. Mais il y a une chose qui me trouble. Vous m'avez précisé quand nous nous sommes mis d'accord sur cet entretien que vous ne vouliez pas parler de vous, que vous ne vouliez pas parler du théâtre, que vous ne vouliez pas parler d'un certain nombre de choses qui vous regardaient personnellement et qui ne regardaient pas les autres, et que vous vous contenteriez de parler du contexte de l'Alouette. Et je suis tombée par hasard sur quelque chose que vous avez écrit. Je n'aime pas beaucoup les préfaces. Elles témoignent généralement d'une mauvaise conscience et je me suis astreint à n'en jamais écrire, pas plus que d'examen, ni de notes explicatives, et il faut parfois du courage. Le théâtre a ceci de brutal et de merveilleux, il est un fait. Si vous devez expliquer ce que vous avez cru faire, c'est que vous ne l'avez pas fait, ce qui est une vérité absolue. Bon, donc vous n'allez pas me faire une préface de l'Alouette. Mais vous allez peut-être tout de même me parler de ce qui vous a décidé, vous qui n'êtes pas traditionnellement un historien, à écrire d'une façon générale des pièces historiques ou de fiction historique, et en particulier l'Alouette. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'Alouette? Pour l'Alouette, c'est un cas très précis. J'ai écrit d'autres pièces qui se passent, qui sont soi-disant des pièces historiques. En réalité, c'est des travaux d'imagination sur un thème historique et rien n'est vrai. C'est-à-dire, j'ai écrit Beckett, j'ai écrit une pièce où il y a Napoléon et Louis XVIII qui est la foire d'Ampoule. Pour l'Alouette, c'est pas historique, là, c'est un thème éternel, c'est pas historique. Beckett, c'est historique. Antigone, c'est la légende d'abord. Antigone, personne ne sait si elle a existé. Non, je reprends l'histoire des pièces. Alors pour l'Alouette, ça s'est passé d'une façon assez cocasse et c'est parti d'une autre Jeanne qui était la Jeanne qui a été faite à Hollywood avec Ingrid Bergman. Oui. Qui était un très beau film d'ailleurs. Alors ce film est venu à Paris et il y a un problème quand on a un film américain, c'est qu'on les double. Et doubler un film, c'est un travail extraordinaire. Je vous dirai comment j'ai réussi à le faire. Et un beau jour, j'habitais Neuilly à l'époque, on a sonné, on est venu me dire c'est un curé, Marie-Lavonne, qui vous demande. Et j'ai vu entrer dans la chambre où je travaillais un grand homme aux cheveux blancs qui était moitié gentilhomme, moitié... Je sais pas quel mot employer, enfin une espèce de timidité touchante. Et tout ça, c'était le père Doncoeur. Le père Doncoeur était l'historien de Jeanne d'Arc. Il a écrit un livre remarquable qui est la vie de Jeanne, sa vraie vie, parce que sa vraie vie, c'est du jour où elle a entendu les voix jusqu'au jour où elle a été brûlée, et puis tout ça, ça a duré à peu près 1 an. Et il a écrit jour par jour la vie de Jeanne, et c'est un travail extraordinaire qu'il a fait avec amour et qui a demandé des années. C'est la vie de Jeanne, la vraie vie de Jeanne, jour par jour, mais le 21, le 22, le 23, vous comprenez, il y a 300 et quelques pages sur... parfois il n'y a que 3 lignes, on dit ce jour-là, elle a chevauché de tel endroit, tel endroit. Alors le père Doncoeur est venu, il m'a dit qui il était, j'avais pas lu son livre. Voilà, je viens vous trouver parce que on a fait ce film avec Ingrid Bergman et j'ai été le conseiller historique de ce film. En effet, j'avais vu des reportages et des photographies, genre Match, où on voyait le père Doncoeur en soutane, on en avait encore à l'époque, au milieu de toutes les stars d'Hollywood qu'il embrassait, qu'il faisait tourner, ça avait plutôt fait rigoler. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai pu rigoler du tout, parce qu'on voit qu'il avait dû faire ça comme une mission chez les infidèles, et il avait été pour défendre sa Jeanne, car c'est qu'il y avait quelque chose de frappant, c'est qu'il disait Jeanne quand il parlait d'elle, mais comme si c'était sa petite sœur ou sa petite fille, enfin. Et il m'a même dit, quand j'allais refuser ce qu'il me demandait, que je vais vous expliquer, il m'a dit, vous ne pouvez pas faire ça à Jeanne, monsieur Anouilh. Alors il venait me demander d'essayer de retrouver un dialogue de meilleure qualité que celui qu'on a habituellement dans les doublages.
Alors, je veux d'abord dire non, parce qu'à cette époque, j'étais un auteur célèbre, et puis je me dérangeais pas comme ça, pour faire des travaux de femme de ménage. Alors, je lui ai dit, non, ça tient pas debout. Enfin, écoutez, s'il y a des spécialistes qui font ça, c'est une question, je l'ai appris après, c'est une question d'habileté, mais c'est oui, un autre métier, en fait. c'est un métier extraordinaire, parce qu'il faut sacrifier ou le sens, ou la grammaire, ou il faut sacrifier quelque chose, si on veut que les lèvres bougeant en anglais disent quelque chose en français. C'est une gymnastique que j'ai faite et qui est très amusante. C'est beaucoup plus rigolo qu'une partie de Scrabble. Ça dure plus longtemps, mais c'est beaucoup plus rigolo. Alors je dis non, c'est pas, vous savez, moi j'écris des pièces, je faisais déjà plus de films, enfin j'ai fait quelques, mais là je veux pas faire. C'est là qu'il m'a dit, avec son petit béret, là il se le remettait sur la tête, vous ne pouvez pas faire ça, Jeanne. Et alors tout d'un coup j'étais inondé de tendresse. Je dis ah bah bon je le ferai. Mais j'ai dit au messieurs à gros cigare américain qui dirigeait je crois que c'était la Métro, je pense, ou la Fox, je sais pas. Votre producteur du scénario. Oui, c'était pas ce genre-là, c'était beaucoup plus froid. Mon producteur de scénario est assez gentil, là, c'était très gros cigare, très gros bureau, et très froid. Je leur ai dit, bon, ben, moi je vais faire ce travail, mais vous donnerez quelque chose pour le Père Doncoeur, pour son œuvre, car il avait, le Père Doncoeur, une maison avec des enfants dont il s'occupait, une sorte d'institution à la campagne, là, du côté de plus haut en Seine-et-Ouest. Alors j'ai dit, ben, vous donnerez quelque chose. Et en effet, ça s'est fait, j'ai fait le travail, j'ai naturellement rien eu, je n'avais pas fait de contrat, puis il n'y avait pas de contrat. Au bout de quelques temps, je ne sais pas comment, j'ai su qu'ils n'avaient rien donné du tout. Alors j'ai commencé à agiter le bras séculier et ils ont fini, c'était pour installer l'eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau. Ils ont fini par lui donner un chèque qui n'était pas énorme, mais enfin qui a mis quelques gouttes d'eau dans cette maison où il n'y en avait pas. Et puis il est venu me remercier de mon intervention séculière pour remuer un peu les producteurs qui n'avaient rien donné. Et là il m'a dit, vous savez, vous devriez écrire une Jeanne. Je lui ai dit oui, mais j'ai déjà écrit Antigone, mais justement c'est l'Antigone chrétienne. Alors, je lui dis oui, mais je ne veux pas recommencer. Je vois ça comme Antigone, c'est déjà fait. C'est pas... Et alors il m'a redit, c'est dommage pour Jeanne, en remettant son béret, il avait dû avoir la terre entière avec cet air triste qu'il prenait à ce moment-là. Il mettait son petit béret, puis il s'en allait tout vieux, tout blanc. Alors je l'ai rattrapé dans la rue, je lui ai dit, bah si, je vais le faire, je vais y pas. Puis en effet, à ce moment-là, j'ai aménagé à Montfort, dans une maison, on venait d'arriver, il y avait les meubles, tout ça, c'était la première fois que j'étais... Moi, j'étais toujours à la mer, là j'étais à passer l'été, parce qu'il fallait passer l'été là, à la campagne, enfin avec le clocher à côté, et puis tout d'un coup, mais j'ai pris, les meubles étaient pas rentrés encore, j'ai pris une table, je suis monté dans une chambre de bonne d'en haut, là, une chambre, je me suis assis, puis j'ai commencé à écrire l'Alouette, mais comme ça, enfin ça fait partie des miracles, parce qu'il y avait le coup du Père Doncoeur, il y avait le coup de Jeanne, je ne sais pas, j'ai commencé, au milieu de l'après-midi, les déménageurs n'étaient pas partis, je me suis dit, tiens, j'écris, et puis j'ai commencé comme ça, sur mes souvenirs de lecture de petit garçon, sans documentation, sans rien, mais je connaissais l'histoire assez bien, et puis après j'ai lu le livre du Père Doncoeur pendant que j'écrivais. Oui, mais enfin, vous connaissiez l'histoire assez bien, mais vous avez pu presque reconstituer le procès, vous connaissez donc ça... non, je ne connaissais pas assez pour mettre toutes les répliques authentiques, car dans l'Alouette, il y a vraiment... pas une réplique sur 2, mais une réplique sur 3, de 4 de Jeanne qui est authentique. Ce sont des choses qu'elle a dit au procès, qui sont dans les minutes du premier procès ou dans le procès de réhabilitation quand on a redit toutes les choses. Mais moi, j'ai puisé tout ça dans le Père Doncoeur, tout simplement. J'ai jamais lu les minutes du procès intégral. Et est-ce que vous vous posiez des questions sur Jeanne? Est-ce que avant vous aviez une thèse? Moi d'abord, j'ai jamais de thèse, ça se voit d'ailleurs, on me le reproche assez. J'ai jamais de thèse, je pense pas. Moi, je suis pas un penseur, je suis un pêcheur à la ligne. Alors des fois, je tire une carpe et d'autres fois une vieille chaussure. Mais là, je suis parti à la pêche de Jeanne et de l'histoire de Jeanne sur le coup de charme du Père Doncoeur, et puis aussi parce que
quand on a lu, et j'avais lu dans Michelet, j'ai beaucoup lu Michelet, je lis un peu l'histoire, c'est à peu près tout ce que je connais. Et dans Michelet, c'est assez touchant. Là. Alors j'avais le souvenir de Michelet et des réponses de Jeanne, et on est bouleversé par les réponses de Jeanne. Alors j'ai eu ça représentait assez après Antigone, cette jeune fille qui dit non et qui tient tête au pouvoir et à cette énorme chose qui était l'Église, car ils étaient 90 autour d'elle. Ils étaient 90 dans leur robe, avec ce que représentaient les hommes d'Église à cette époque-là, et il y avait en face d'eux une toute petite jeune fille désarmée, emprisonnée, ce qui doit, depuis des mois, ce qui doit beaucoup affaiblir, j'imagine, et qui a pu répondre ce qu'elle a répondu. Alors c'est là qu'on est confondu, c'est devant ces réponses de Jeanne. Ce qui vous touche en général, c'est pas le côté héros des héroïnes, c'est le côté tendresse, c'est le côté pureté. Parce que vos êtres révoltés, ce sont de tels symboles de pureté. Oui, ce sont des êtres qui n'ont pas pu accepter la réalité des choses. Mais Jeanne était très réaliste. Ce qu'il y a de frappant chez elle, c'est cette espèce d'énorme bon sens qui est sublimé, qui atteint autre chose. C'est le bon sens, c'est un peu péjoratif, et puis c'est le bon sens devenu une des grandes choses de l'intelligence, et on aurait beaucoup besoin de méditer là-dessus, parce que de nos jours on se sert de l'intelligence, mais elle n'a plus cette... On s'en sert mal comme de la monnaie. On s'en sert mal. Jeanne, c'est l'intelligence vraie, l'intelligence profonde des choses. Quand vous dites bon sens, on a toujours tendance à parler du bon sens paysan. Est-ce que Jeanne était une paysanne? C'était une... Je dis c'était une paysanne. L'histoire nous dit c'était une fille de petits cultivateurs, ou éleveurs, je ne sais pas, je crois plutôt qu'ils avaient des bêtes. Et il y a un bon sens paysan chez elle, mais où on croit à Sainte Catherine, à Saint-Michel, aux voix, à l'inspiration divine, et on dit ce bon sens paysan a été transcendé par une intervention divine, où on se pose une question, on ne peut pas arriver à comprendre, en effet, qu'une petite bergère dans le monde du Moyen-Âge, qui était beaucoup plus ouvert d'ailleurs qu'on ne le croit, parce que la légende d'un monde où les cerfs tapaient sur les grenouilles pour faire dormir le Seigneur, c'est un peu arrangé cette histoire-là. Je crois que le monde était beaucoup plus ouvert et plus fraternel à un certain moment du Moyen-Âge, mais là ça a commencé à se gâter, ça a duré un siècle, cette merveille du Moyen-Âge. Mais enfin, quand même, on se dit comment une petite fille illettrée a pu avoir l'accès du roi, l'escorte de vos couleurs, et puis après, cette influence, pas tellement au point de vue stratégique, car je crois qu'elle n'a pas commandé vraiment. Lui, il ressort de tout ce que j'ai lu que c'était vraiment un symbole, une sorte d'étendard, comme elle le dit eux-mêmes, dont on s'est servi, et que c'était quand même les capitaines qui ont décidé la façon dont on entrerait dans Orléans, dans Paris. Mais on ne peut pas croire, on ne peut pas admettre. Alors il y a une thèse qui est que je viens de lire récemment un livre, une thèse très troublante du descendant justement de cette famille des Armoises, c'est que Jeanne n'a pas été vraiment brûlée à Rouen et qu'elle s'est mariée par la suite. Alors d'ailleurs, quand on lit le livre, on s'aperçoit que c'est plus du tout intéressant quand on apprend que c'est pas elle qui a été brûlée, qu'on l'a retrouvée après. Mais en tout cas, ce qu'il y a de troublant dans la thèse, c'est que la terre de Don Rémy était une terre française et elle était sous la domination de Yolande d'Aragon, et la famille d'Arc était des gens que connaissait Yolande d'Aragon depuis longtemps, et la thèse que Jeanne était une fille naturelle de Charles d'Orléans et d'Isabeau de Bavière qu'on avait caché là-bas et puis qu'on a extirpé à un certain moment
pour s'en servir, pour donner un élan nouveau à la résistance française, était quand même très troublante. C'est troublant aussi parce que elle a eu tout de suite une maison, c'est-à-dire ce que ça représente une maison. Elle a eu, mais quelques jours après l'arrivée à Chinon et l'entrevue avec le roi, elle a eu un aumônier, 3 écuyers, des valets, des choses. On l'a habillée, parce qu'elle était coquette en plus. Dans les pièces, on la représente toujours en petit machin, mais elle a eu des robes merveilleuses, des robes d'hommes d'ailleurs. Elle a exigé toujours des robes d'hommes. Il y a eu quelquefois des robes de femmes, mais des choses merveilleuses. Et que le roi, qui a décidé de prendre cette petite fille illuminée comme porte-drapeau et d'en faire le ressort d'une nouvelle campagne qui va réchauffer les cœurs, lui donne une maison, un aumônier, des hommes d'armes, des écuyers. C'est très très bizarre. Elle se conduisait comme une princesse. Il y a dans ce livre, et même dans... Qui a écrit ce livre? Je ne sais pas si je vous dis Guy ou quelque chose comme ça, des Armoises, qui est le descendant de cette famille des Armoises qui prétend que Jeanne a épousé le sire des Armoises après... Et est-ce que c'est une thèse appuyée sur des documents? Est-ce qu'il y a des documents de famille? Bien sûr, il y a des documents. On appelait cette femme Jeanne la Pucelle, parce qu'on l'a toujours appelée Jeanne la Pucelle. Et, mais je ne suis pas historien, je vais bafouiller. Si des historiens m'écoutent, ils vont ricaner son roman. Mais enfin, c'est une thèse qui expliquerait beaucoup de choses et qui n'enlèverait pas d'ailleurs la beauté du personnage de Jeanne, parce qu'elle a toujours, qui qu'elle soit, fille naturelle du duc d'Orléans et d'Isabeau de Bavière aux petites bergères, elle a tenu ce langage, et ça nous avons les documents qui sont les minutes du procès. Et alors qui aurait-on brûlé? Une autre sorcière, puisqu'elle était brûlée comme sorcière. D'ailleurs, elle était... sur des images, elle était je ne sais pas quel est le mot, enclouée, encornée, je sais pas, c'est-à-dire qu'elle avait une sorte de masque de grillage, la bonne femme qu'on a conduit. Mais ça, c'est la thèse policière, ça m'intéresse à demi, mais ça aurait été en effet très facile de brûler une autre fille qui était enfermée aussi pour être brûlée. Vous comprenez, c'est celle-là. D'ailleurs, il y avait un concours d'hommes d'armes énorme et la foule n'a assisté à ça que de très loin. Mais ça, c'est les petits détails policiers qui sont dans ce livre et que moi, je n'ai pas à juger parce que je ne suis pas historien. Mais ça peut être une histoire dans le genre du Masque de Fer, enfin. Oui, il y aurait quelque chose comme ça qui est un peu romanesque. Mais romanesque, c'est moins romanesque qu'une petite bergère reçue par le roi et à qui on donne une maison comme à une grande dame et qui parle comme une grande dame. Car elle a dit à Dunois, si tu bâtard, c'était le bâtard d'Orléans, lui aussi c'était son demi-frère, et leur amitié, c'est ça, l'amitié avec Gilles de Rais, qui était aussi un très grand seigneur, je ne les vois pas avec une petite bergère, ces hommes. Et elle lui a dit, si tu as fait ça, je ne sais plus à quel propos, je te ferai couper la tête. La petite bergère, même si on l'a mis à la tête des armées fictivement, qui dit au bâtard d'Orléans qui commande effectivement, si tu as fait ça, d'une moi je te ferai couper la tête. Elle a une sorte de puissance. Mais j'ai l'air de défendre une histoire qui n'a rien à voir avec l'Alouette, parce que ça affiche pas toute la pièce par terre, mais tout le charme de cette pièce que je crois enfin tout bêtement accroché à une légende pour enfants. Moi je l'ai fait comme un petit garçon qui écrit l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors évidemment si j'avais ça derrière la tête, j'aurais pas pu l'écrire. Non, mais j'aurais pas cru, parce que ça nous est égal au fond. Maintenant, ça nous est égal. Moi, j'ai fait le coup du sacre à la fin, parce que et le personnage dit Jeanne d'Arc, c'est une histoire qui finit bien. C'est pour ça que j'ai mis le sacre à la fin. En effet, c'est une histoire qui finit bien. Brûlée ou pas brûlée, c'est une belle histoire claire qui finit très bien. Elle finit par l'apothéose de Jeanne à travers. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des histoires de cette force? Enfin, vous parliez légende tout à l'heure avec Antigone, on parle de Jeanne d'Arc, on a dans le passé, voire dans l'Antiquité, des exemples assez fabuleux de choses qui vous bouleversent. On n'en a plus à notre époque. Bon, on les connaîtra plus tard, peut-être, parce qu'on les connaît toujours plus tard. Sur le moment, ça ne paraît pas comme ça. Si l'attitude de Charles et des contemporains vis-à-vis de Jeanne n'est pas du tout la nôtre, vous comprenez, ils l'ont jugé tout à fait autrement. Bien sûr, mais c'était quand même un événement.
C'était quand même une aventure. Ben, il y a encore des aventures comme ça, sûrement. Et puis, moi j'ai constaté quelque chose. Là, j'ai écrit Beckett, j'ai écrit Jeanne, enfin l'Alouette, puis j'ai fait un film sur Vincent de Paul, Monsieur Vincent, avec Freinet. Et j'ai remarqué dans ces 3 ouvrages que c'était eux qui parlaient à votre place. Pour Jeanne, c'était facile, on a ses répliques. Pour Beckett, j'ai tout inventé. Il y a des choses farces sur le roi, tout ça, qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Et pour Vincent, j'ai fait de mon mieux. J'ai pris ça comme un travail à l'époque en disant « Oh, monsieur Vincent, je vais faire un dialogue et ça ». Puis on est tout d'un coup dépassé par eux et c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Et ce qu'il y a de bien, c'est d'eux. Et quand je vous entends parler et que on pense forcément aux critiques qui disent volontiers les personnages d'Anouilh sont toujours des personnages noirs, ils voient le monde de façon absolument désespérée, amère, aigre. Vos personnages, quand vous traitez des personnages purs, ils sont transcendés de telle façon qu'on ne peut pas imaginer justement que vous soyez un homme qui voyait le monde à travers ou simplement que vous voyez le monde tel qu'il est devenu. Oui, ça alors là, je ne peux pas raconter ce que je sens, ce que je vois, ça n'intéresse personne et j'en suis pas sûr moi-même. Mais en tout cas, ces personnages-là correspondent à quelque chose de moi qui doit être assez vrai, puisque j'ai eu à les faire parler ce bonheur, et j'espère aussi ce bonheur d'expression, puisque quand même, ça n'a pas trop trahi Jeanne, et je crois que ça n'a pas trahi tellement Monsieur Vincent, en tout cas, puisque une fois j'ai eu besoin en Bretagne de nappes brodées qui étaient chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui les vendaient en dehors d'une fête de charité. Et puis je suis venu, j'ai demandé, on m'a dit on ne peut pas les faire. Puis j'ai tenté comme un marchand de tapis de les attendrir en disant vous savez que c'est moi qui ai écrit sur Vincent de Paul, Monsieur Vincent. Alors toutes les sœurs ont remis leurs cornettes et du coup j'ai eu mes nappes. Et elles m'ont donné des petites images pieuses comme ça qu'elles donnent à leurs novices. Et sur ces petites images pieuses, il y a Freinet en Monsieur Vincent, une photographie, et il y a en dessous un texte qui est de moi, mais qui est cité comme la parole de Vincent aux novices, et c'est moi qui l'ai écrit intégralement, c'est pas du tout pris dans un livre, et on le donne aux novices, ce qui prouve que j'ai dû toucher assez juste pour que ces femmes aient édité ces petites images pieuses avec un texte qui a l'air d'être tiré de Vincent et qui a été une réplique du film. Mais vous savez, on a l'impression quand on lit l'Alouette ou quand on l'entend ou quand on l'enregistre, comme nous venons de le faire avec certains des créateurs, puisque nous avons eu la chance d'avoir Suzanne Flon, Michel Etcheverry, on a une impression de joie d'écriture. On a l'impression que vous avez écrit ça en état de, je ne veux pas dire de transe, mais en état d'exaltation, pas intellectuelle du tout, mais d'exaltation de cœur, de joie, de rayonnement. Oui, ça exactement, j'allais vous arrêter parce que je ne suis pas un homme à France, du tout. Mais avec un grand plaisir, et qui est un plaisir de jeu, qui est un plaisir de petit garçon qui joue, avec un très grand plaisir et très très facilement. Très vite et très facilement. J'ai dû mettre 3 semaines pour écrire l'Alouette, d'un bout à l'autre, comme ça, sans m'arrêter. C'est dans le plaisir, dans la joie, mais tout est donné. Vous savez, enfin, je dis les bonnes choses, je suis peut-être très prétentieux, mais c'est quand même pas une mauvaise pièce. C'est donné, tout ça, ça se fait dans la joie, et là, ça a été écrit, en effet, dans un bonheur, mais un bonheur de jeu, pas du tout de transe et d'illumination. Non, mais le bonheur, c'est... Le bonheur de quelqu'un qui fait une partie de tennis et qui sent que ça va bien, ou qui court 100 mètres et qui sent qu'il est... Enfin, plutôt 500 mètres, comme c'est un peu plus long. Oui, ça se sent tout à fait. C'est dans le bonheur, ça sûrement. Oui, ça se sent dans Antigone aussi. Oui, très facile aussi, et dans le bonheur, et très facilement aussi. Et tout. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis un pêcheur à la ligne. Là, c'était les jours où j'ai pêché des
été broché, quoi, parce que mais c'était dans le bonheur de la pêche, comme ça, il y a une sorte d'allégresse. C'est pour ça que le théâtre, ça se médite, enfin pour moi, puis les critiques diront ça se sent, mais ça se médite pas énormément, ça se fait au fur et à mesure, une scène, ça s'invente, et on est surpris soi-même de ce que les gens répondent. Moi, j'ai jamais pensé à ce que quelqu'un allait répondre, ça vient, ou ça vient pas. Oui. Il y a un mal, quelquefois. Et on vous trouve souvent des intentions que vous n'avez jamais eues, bien sûr. Oh, bah, bien sûr. Ça, c'est assez régulier. Mais est-ce que vous pouvez dire ça de toutes vos pièces, que vous les avez écrites dans le bonheur? Oui, parce que celles que je n'ai pas écrites dans le bonheur, elles sont pas finies, et puis je me suis arrêté. Il y en a un où j'ai eu du mal, où j'ai dû retravailler, recouper, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre où j'ai dû retravailler ce que j'aime pas du tout, parce que quand on retravaille et qu'on recolle et tout ça, c'est jamais bon. Ce qui est bon, ce qui est donné, et puis le travail d'artisan, après, ça fait illusion, mais c'est moins bon. Mais j'ai toujours écrit pour mon plaisir, et dans le bonheur d'écrire, et quelle que soit la chose, que j'ai une petite chose qui paraît scandaleuse, quand j'ai écrit Beckett, j'ai fini Beckett le matin, parce que j'écris le matin, j'ai tué Beckett dans la cathédrale, j'ai dit ce qu'il avait à dire, et puis je me suis dit, le robinet est ouvert, et le soir à 5 heures, j'ai commencé l'orchestre, et j'ai écrit ce qu'on trouve des cochonneries de l'orchestre quelques heures après avoir fini Beckett le même jour, dans le bonheur d'écrire, comme ça, autre chose, c'est pareil. Alors un peu scandaleux, mais c'est comme ça. Non, c'est pas scandaleux, ça paraît très étrange quand on l'entend. Eh oui, c'est parce étrange. Parce qu'on a l'impression qu'on est habité par un sujet, habité par un style, habité par... et qu'on a besoin peut-être de se désintoxiquer, vous pas? Ben, non. Ça doit être une marque d'insincérité complète qui va me condamner, mais enfin, c'est comme ça. J'ai commencé l'orchestre quelques heures après la fin de Beckett dans le bonheur d'écrire. Je me suis dit, oh zut, ça marche trop bien, je vais pas m'arrêter. Pouf, j'ai écrit autre chose. Et j'ai commencé l'orchestre dont j'avais aucune idée. J'ai dit, je vais faire parler des musiciennes comme je les connais un peu. Et puis j'ai commencé l'orchestre comme ça le soir même. Autrement dit, quand vous écriviez Beckett, vous couviez déjà une autre maladie. Oh, je couvais rien du tout. J'ai pris des papiers, puis j'ai eu l'idée de dire, tiens, je vais faire autre chose parce que ça marche bien, c'est tout. C'est honteux, on ne devrait jamais révéler ces trucs de cuisine. Il vaut mieux croire que je me suis pris la tête à deux mains pendant des heures. Enfin, c'est comme ça. Non, parce que on n'aime pas, le public n'aime pas penser qu'une grande œuvre sort de la transpiration. On aime bien penser que ça vient de la lumière. Oui, peut-être, oui. Mais c'est souvent pas vrai, mais on aime bien penser que ça vient d'un éclair. Ça vient sûrement d'un bonheur. Moi, je suis sûr que tout vient d'un bonheur et au théâtre surtout. Je sais pas, les romanciers, c'est un travail de cheminement lent. Mais une scène, c'est une chose qui a sa forme et qui est donnée tout de suite. Et je crois, enfin moi je parle avec mon expérience d'artisan qui ne concerne que moi. Est-ce que le bonheur continue pour vous dans la mise en scène? Ah, c'est un autre bonheur accompagné de beaucoup de malheur, parce que c'est rien d'écrire une pièce, mais c'est quelque chose de la faire jouer, de trouver les acteurs, d'arriver à les faire jouer comme il faut, d'arriver à sortir ce qu'une scène a au fond d'elle de secret par des mouvements. Ça, c'est très difficile, mais c'est un autre bonheur, un bonheur d'artisan tout à fait différent, mais c'est très amusant. Parce que pour vous, l'aventure n'est pas terminée quand la dernière ligne est écrite. Et non. Vous continuez finalement à l'écrire pendant la mise en scène. Absolument. Et alors là, il y a une chose que je vérifie toujours, c'est qu'on ne connaît pas une pièce, même quand on l'a écrite soi-même. On a beau la relire, parce que pour faire la mise en scène, pour la faire jouer, on est obligé de la relire. Moi, je relis plus mes pièces après, mais là, entre le moment où il va falloir parler aux acteurs et essayer de leur faire dire ce qu'on veut, et le moment où on a posé la plume, il y a un temps où, si ces deux dates sont rapprochées, évidemment, où on relit, mais on connaît toujours pas la pièce. Puis du jour où on essaie de la faire jouer, on commence à la connaître. Et on connaît une pièce à la fin des répétitions. Elle se tourne tout autrement que ce qu'on croyait, par la force interne de la pièce, elle se présente comme ça. Il y a des pièces que j'ai crues lumineuses et puis qui se sont révélées incompréhensibles par ma faute, par la faute de la mise en scène, sûrement, comme l'arrestation l'année dernière. Il y a d'autres pièces qui
Beckett, par exemple, Pietri et moi, au moment où on a dû la faire jouer, où Marguerite Jamois, qui l'avait lu, nous l'a demandé, j'ai dit à Pietri, on peut pas, faut jouer ça, c'est un drame historique, ça va embêter tout le monde, c'est pas possible. Et on a été pour dire non à Jamois, tellement on était pessimiste et on trouvait que c'était un drame historique. Puis en le faisant, ça s'est trouvé quelque chose de vivant et de gai, de simple, qui a vécu très bien, ça a été un très grand succès. Bah, nous étions les premiers pessimistes. Pour nous, c'était... Autrement dit, pour vous, la pièce est terminée le jour de la présentation. Le jour où il y a des gens qui l'écoutent, parce que voilà. La pièce se termine par un personnage indispensable qui est le public. C'est pour ça qu'il n'y a pas de théâtre sans succès, c'est-à-dire sans présence de spectateurs. Alors on peut les faire venir d'une façon ou d'une autre. D'abord on peut les inviter, on a toujours un succès de spectateurs, parce que comme ils sont invités, ils viennent. Mais une pièce se joue avec les spectateurs. Et on ne sait ce qu'elle est que le jour où il y a des gens qui l'ont entendue. Ce jour-là, on entend la pièce dans sa vérité. Oui, vous l'entendez aussi, vous, dans sa vérité. Ce jour-là, je la découvre aussi, et ils la font. Vous arrivez dans le noir et vous repartez dans le noir, mais vous lisez votre pièce. Oui. Quand je dis lire, c'est dans le sens de oui, plage. on l'écoute, d'ailleurs on est quelquefois navré de voir comment on l'écoute, mais c'est le public l'a fait et on l'a subi. Et quand j'assiste à une mauvaise représentation, parce qu'il y a les gens de cinéma, il faut une scène et puis ils la mettent dans la boîte, comme ils disent. Tandis que nous, on arrive à faire jouer une scène très bien, mais il faut qu'elle soit rejouée le lendemain et le surlendemain et encore 3 jours après de la même façon. On l'a jamais dans la boîte. Ça se recrée tous les soirs, le théâtre. Et si on assiste à une mauvaise représentation, on le sent aussi et on trouve la pièce mauvaise. Vous voyez, la pièce qui vous avait paru bonne la veille et que vous avez travaillé, que vous avez mise en scène, vous la trouvez très mauvaise, comme les critiques, comme le public, le soir où la représentation est ratée. C'est un mystère, une représentation. C'est pour ça que c'est navrant de tout jouer sur un soir, quand on joue presque tout sur le soir de la Générale. Il peut y avoir un accident, et puis il y a souvent ce soir-là, et puis 3 jours après ou 3 jours avant, c'était très bien. Et quand vous avez une année comme l'année 1976, où vous créez 2 pièces nouvelles, à finalement 2 mois d'intervalle, que vous les mettez en scène toutes les deux, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être à la tâche, d'être aux pièces? On me reproche de faire trop de pièces, mais d'abord on ne vous l'a pas toujours reproché. Oui, toujours. C'était un peu trop régulier. Il y a un critique anglais qui a dit: le problème dans la vie moderne, c'est de réussir à ne pas avoir une pièce d'Anouilh. Et en effet, j'en ai trop fait jouer, mais on ne reproche pas aux fabricants d'armoires de faire des armoires. Moi, j'ai une année devant moi, je l'emploie à écrire ce que je ne sais pas faire autre chose, alors je fais une pièce. Puis après, je la fais jouer, parce qu'il manque qu'elle est faite et qu'on veut bien la jouer, je la fais jouer. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi les affaires littéraires devraient être accompagnées d'une discrétion bizarre. C'est pas des affaires littéraires, c'est des spectacles. Il faut des spectacles à Paris. Il faut donner cet objet de première nécessité qui est une pièce. Les pièces de théâtre font oublier la mort, font oublier les ennuis, c'est nécessaire. Je fabrique des pièces de théâtre, alors j'en fais une par an. J'en fais jouer une par an. Mais vous n'allez pas vous en excuser en plus. J'en arrive à m'en excuser presque, mais je m'en excuse pas du tout, parce que je le fais quand même. Quoi qu'on pense, je continuerai à faire ce qui m'amuse et à essayer de m'amuser dans la vie. J'ai le droit aussi de m'amuser. Moi, ça m'amuse de faire du théâtre. C'est très sain, le théâtre. Si c'est pas bien, ils viendront pas. Alors voilà. Alors j'ai bien le droit d'essayer de raconter encore une histoire, et puis je serai puni dans quelque temps si ça marche pas. Puis c'est tout, ils viendront pas. Puis après, je leur en donnerai une autre. Puis peut-être qu'ils viendront. Bon, finalement, vous êtes un homme confiant. Oui, quoi qu'on en dise. Ah oui, moi vous faites confiance au public. Oui, c'est-à-dire je fais confiance. Je constate, je fais pas confiance parce qu'il est pas fidèle, il vient. On vous dit vous devez votre public, c'est des histoires de brigands, ils viennent pas. Quand ils lisent des mauvais articles, ils viennent pas. Et quand ils vous rencontrent dans les rues, Monsieur Anouilh, quand je pense, depuis que j'ai 20 ans, vous m'avez tellement tant de fois, etc. Puis ils lisent un mauvais Jean-Jacques Gaultier, puis ils viennent pas. Personne n'est gentil avec personne, il faut pas se faire d'illusions. Voilà. Mes derniers propos pessimistes. Merci Jean Anouilh.